Salut les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour ce qui est la dernière vidéo Coupe du Monde 2022 sur la chaîne. C'est mon bilan géopolitique sur la compétition. C'est parti générique. Installez-vous confortablement bien au chaud ou bien couvert si vous êtes dehors. Et puis n'hésitez pas non plus à cliquer sur tous ces petits boutons qui boostent mon référencement YouTube, qui me soutiennent beaucoup. Bientôt les 6000 abonnés, donc c'est super. J'avais déjà fait un petit bilan géopolitique pour l'Euro 2020. Comme vous le savez, c'est une des grandes thématiques de la chaîne. Il est temps de faire le bilan géopo de la Coupe du Monde de football parce que par sa médiatisation et sa mondialisation, c'est devenu une compétition ultra géopolitique. Alors c'est pas moi qui l'affirme, ce sont les faits tout simplement. Aujourd'hui le football a des conséquences qui vont au-delà du sport, qui sont sociales comme politiques. Il suffit de voir les investissements colossaux entrepris par le Qatar pour ce mondial, qui lui permettent de se placer sur la carte du monde, l'augmentation du tourisme en Afrique du Sud après la Coupe du Monde 2010, ou alors le grand gain de popularité de Jacques Chirac après la victoire en 1998. Le sport et surtout la Coupe du Monde est intrinsèquement lié à cette politisation et de nombreux hommes politiques, organisateurs d'un mondial, joueurs de foot, voire supporters, l'ont compris. On a donc vu beaucoup de choses durant cette Coupe du Monde, bien sûr en amont de la compétition avec ses critiques fortes à l'égard du Qatar et son organisation, avec ses manifestations de boycott. Mais il ne faut pas se mentir, ces critiques et ce point de vue ont été très occidentalisés. Le Qatar n'a pas eu les mêmes critiques en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. Parfois, il n'a même pas eu de critiques du tout. Et pendant la compétition, il y a eu beaucoup de revendications, un peu partout, notamment avec l'histoire du fameux brassard One Love qui a agité le début du mondial, imprégné des couleurs LGBT et signe de diversité qui a été censuré par la FIFA. Des images ont suscité des réactions, par exemple celle-ci avec une ministre allemande qui s'était affichée avec ce brassard, ou la ministre des Affaires étrangères belge, aux côtés d'Infantino, qui le portait également, sans parler bien sûr de l'équipe allemande qui, avant le match contre le Japon, s'est mise la main devant la bouche comme pour dénoncer les interdictions de la FIFA. En fait, cette histoire, c'est tout simplement une confrontation entre des pays et leur représentation de la société. Ici, on avait par exemple des pays occidentaux, comme le Danemark, la Belgique ou l'Allemagne, par rapport à un pays du Moyen-Orient, le Qatar. Mais surtout, la Coupe du Monde a aussi mis en exergue des confrontations entre États. Et il y a une région du monde qui a beaucoup fait parler d'elle durant cette compétition, c'est les Balkans, c'est-à-dire des pays européens comme la Serbie, la Croatie ou l'Albanie. Alors vous allez me dire que l'Albanie n'était pas au mondial, c'est vrai, mais on a quand même réussi à parler d'elle. Mon objectif ici, ça va être tout simplement de vous présenter les faits comme ils se sont déroulés de manière objective, parce que c'est des histoires assez difficiles à comprendre et à expliquer. Tout commence avant le match Brésil-Serbie du groupe G, groupe dans lequel on a, comme en 2018, la Suisse. Et on se souvient que le match Serbie-Suisse en 2018 avait dégénéré avec des provocations, dont celle-ci de Xhaka et Shaqiri, qui avaient mimé l'aigle albanais, symbole de la grande Albanie, après avoir marqué leur but. Ce qui avait suscité un immense tollé en Serbie et une passe d'armes diplomatique. 4 ans après, ce match risquait une nouvelle fois d'être très politique. Et donc arrive ce premier match, Brésil-Serbie, qui a l'air super sympa sur le papier. Une image va faire parler d'elle, c'est celle-ci. On voit un drapeau apparaître en tribune tenu par des supporters serbes. Il est écrit dessus l'inscription Nema Predaje, si je prononce bien, qui veut dire pas de capitulation, pas de reddition, pas d'abandon, vous choisirez celui que vous voulez, mais voilà l'idée. Le fond de ce drapeau, comme vous pouvez le voir ici avec la comparaison, c'est le territoire du Kosovo, mais habillé du drapeau serbe. L'idée est donc simple, les Serbes militent avec ce drapeau pour le Kosovo serbe. Le problème est que le Kosovo est un pays indépendant depuis 2008, majoritairement peuplé d'Albanais, c'est pour ça notamment qu'on parle de l'Albanie. Toute la communauté internationale n'a pas reconnu l'indépendance unilatérale du Kosovo, qui n'est donc pas à l'ONU, mais qui est membre de l'UEFA ou de la FIFA. Les pays qui ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo sont notamment l'Espagne, la Slovaquie, bien sûr la Serbie, et la Russie, qui est un allié très fidèle des Serbes, historiquement le grand frère des pays slaves. Donc ce drapeau très politique et polémique s'est retrouvé dans un stade de foot. En Serbie, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir apparemment, très présent dans les manifestations sportives. D'ailleurs, il faut avoir l'œil, mais on a vu ce drapeau à l'Euro 2016 en France, dans le virage des supporters russes à Marseille contre l'Angleterre. Il faut avoir l'œil, mais on le voit ici, au moment de l'égalisation russe. Voilà, ce qui témoigne de la fraternité serbo-russe. Donc ce drapeau est très discuté, mais il représente en réalité la position de la Serbie depuis des années, qui considère que le Kosovo est une partie de son territoire et un des berceaux de son pays. Il n'y a rien de nouveau. Mais cette histoire a pris de folles proportions parce que ce drapeau s'est retrouvé dans le vestiaire serbe avant le match contre le Brésil.
Alors je ne sais pas si c'est ce même drapeau ou un autre exemplaire, mais le Nema Predaje a été photographié dans le vestiaire de l'équipe nationale. Et ça a été le point de départ du déchaînement. D'un côté, les responsables albanais et kosovars, dont le ministre des Sports du Kosovo, qui considère ce drapeau comme symbole d'une rhétorique génocidaire serbe avec un slogan nationaliste et chauviniste. De l'autre, les Serbes qui nient cette idée et qui considèrent d'abord que le Kosovo est serbe, et de l'autre que c'est juste un drapeau qui permet d'encourager les joueurs. La FIFA a décidé par la suite de lancer une procédure disciplinaire contre la Serbie. Bref, vous le voyez, sacrée tension à une semaine du match contre la Suisse. Arrive Serbie-Suisse, qui en plus d'être très tendu, est un match ultra important sportivement pour les deux équipes qui peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale. La Suisse s'impose finalement 3-2 après un superbe rendez-vous, mais le match est très tendu, notamment entre Xhaka et les Serbes, ou alors entre les deux bancs à coups de gestes un petit peu obscènes. En tribune, il y a une spectatrice qui se fait sortir du stade alors qu'elle fait l'aigle albanais, il y a des supporters serbes qui scandent des chants ultra violents, et en fin de match, vous avez Xhaka qui décide de porter le maillot de son équipier suisse Ardon Jashari. Alors, geste qui paraît anodin, surtout que les deux sont proches parce qu'ils ont plus ou moins la même histoire. Mais Jashari est aussi le nom de cette personne, Adem Jashari, qui est une figure de l'armée de libération du Kosovo, qui est considéré comme un héros national pour les Albanais, mais comme un terroriste et criminel de guerre pour les Serbes. Et là pareil, les réactions se déchaînent. Xhaka dit que c'est juste un hommage à son coéquipier, mais côté serbe, on considère que c'est faire l'apologie d'un terroriste. Donc vous voyez, c'est très tendu, les deux camps se répondent et puis en même temps se passent les responsabilités. Et en plus de ça, c'est indirect, puisque c'était pas l'Albanie qui jouait ce match. La Suisse, qui est un pays connu pour sa neutralité, se retrouve donc dans cette situation où son match est ultra politisé, tendu et souvent malgré elle. Ça a été un peu chaud en Suisse après le match entre des communautés serbes et albanaises. Au Kosovo, par contre, c'était des scènes de liesse, puisqu'on fêtait la victoire suisse, drapeau albanais à la main. Donc on a vraiment une politisation super forte de ce match qui témoigne des tensions entre la Serbie et le Kosovo et entre la Serbie et l'Albanie, et qui montre à quel point la région n'est pas pacifiée. On a eu un autre aperçu de ces tensions, et après on arrêtera avec les Balkans, qui a été observé durant Canada-Croatie. Le gardien canadien, Milan Borjan, qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade, d'origine serbe, est né en ex-Yougoslavie, à Knin, aujourd'hui en Croatie. Et les supporters croates ont déployé cette banderole « Nothing Run Like Borjan » qui détourne le slogan de la marque John Deere. Et en fait, cette banderole avec marqué Knin 95 fait référence à l'opération Tempête, offensive croate de 1995 qui forçait environ 2000 Serbes, dont Borjan et ses parents, qui peuplaient la région de Krajina, à fuir le pays, d'où la référence au slogan sur la banderole. S'en est suivi de cette opération certains massacres et atrocités des troupes nationalistes croates. Donc pendant ce match, Borjan s'est fait siffler, chahuter, insulter par certains supporters croates et la FIFA a aussi lancé une procédure disciplinaire. Forcément, Borjan a répondu avec un simple geste, celui-ci, le salut à 3 doigts, qui est un geste utilisé notamment par les nationalistes serbes, mais qui en réalité est un très vieux symbole en Serbie, utilisé bien avant le nationalisme. Bref, voilà un autre exemple très chaud de ces rivalités balkaniques, et le rôle du football est révélateur parce qu'il catalyse les tensions. Il les renforce et il montre tout simplement les antagonismes historiques, politiques et sociaux ici dans les Balkans. Mais cette Coupe du Monde a aussi été l'opportunité de rapprocher les nations entre elles. Premièrement, les pays arabes et notamment du Moyen-Orient. On a vu par exemple MBS, le roi d'Arabie Saoudite, au match d'ouverture du Qatar avec une écharpe de la Coupe du Monde. Et on a vu l'émir du Qatar pour le match de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, qui portait même sur certaines photos le drapeau saoudien sur lui. C'est une image super forte parce que c'est des pays qui n'ont pas toujours eu des relations très cordiales, qui entretiennent des rivalités politiques et économiques. Donc voir ces images dans le cadre du foot, ça souligne le rapprochement entre les États. D'ailleurs, tous les pays du Golfe et arabes se sont félicités de ce mondial, ont salué le Qatar. C'est vraiment le symbole de cette solidarité pan-arabe. Le Qatar a ainsi pu organiser cet événement, devenir le centre des attentions, quitte à oublier les scandales de pré-compétition, accueillir des grands noms dans ses tribunes, développer son image de pays moderne ou riche, avec des campagnes comme celle avec Beckham ou Andrea Pirlo, pas de foot, pas de problème. Le Qatar voulait faire de ce mondial sa vitrine. Et selon certains experts, comme le géopolitologue du sport Simon Chadwick, le bilan est plutôt réussi, notamment d'un point de vue du soft power. L'exemple le plus parlant, c'est la cérémonie du trophée, avec Lionel Messi qui se voit couvrir d'un habit traditionnel arabe, qui symbolise le succès du Qatar, avec réussite puisqu'apparemment il y a une explosion de commandes de ces vêtements. Ces pays arabes en ont profité aussi pour féliciter et soutenir le Maroc, qui a réalisé un parcours fou jusqu'en demi-finale. C'est l'autre rapprochement qu'on a vu, qui n'est pas nouveau, mais c'est la solidarité panafricaine encore amplifiée durant ce mondial, notamment avec le Maroc. Les Marocains ont ainsi représenté cet élan africain, en disant notamment via le sélectionneur marocain Regragui, on le fait pour l'Afrique, pour tout le continent. Et enfin, il y a un gros sujet qui s'est immiscé durant la Coupe du Monde,
C'est la question palestinienne, dont les enjeux ne sont pas réglés, mais les revendications ont été portées tout le long du mondial. Vous avez par exemple un supporter tunisien qui a fait éruption lors du match Tunisie-France avec le drapeau palestinien, et là vous avez d'autres supporters tunisiens avec une banderole Free Palestine lors du match contre l'Australie. Et puis enfin le Maroc, qui est devenu aussi le porte-drapeau de la cause palestinienne avec à chaque fois un ou plusieurs joueurs qui ont célébré leur succès avec le drapeau palestinien. C'est le symbole d'une solidarité panarabe, d'une solidarité partagée. Parce que si ces pays entretiennent parfois des rivalités ou parfois ne s'entendent pas du tout, y compris leur population, il y a une cause qui les unit, c'est celle-ci, c'est la cause palestinienne, et on l'a revu durant ce mondial, que c'était encore le ciment de ces opinions publiques. Les journalistes israéliens sur place ont été un peu chahutés, parfois rejetés par les supporters de certaines nations. Pourtant, et c'est ce qui est intéressant de voir, et je remercie le copain Michel Mogaodo sur Twitter pour la photo et les infos, c'est qu'avant la demi-finale France-Maroc, il y a le journal israélien Jérusalem Post qui mettait sur sa une « Nous sommes tous marocains ». C'est un truc absolument inédit qui montre tout l'aspect géopolitique du football, mais qui témoigne du rapprochement des États marocains et israéliens depuis la signature de l'accord d'Abraham en 2020. Et c'est là qu'on voit la différence entre les gouvernements et leur diplomatie et les opinions publiques, notamment arabes. En tout cas, une fois de plus, cette région du monde, et notamment la Palestine, ont trouvé leur écho durant ce mondial. Voilà pour cette chronique géopolitique, les amis. Elle est déjà assez dense, on aurait pu parler de beaucoup de choses encore, comme des récupérations politiques ou des coups de communication politique, comme Emmanuel Macron, par exemple, après la demi-finale ou après la finale. Mais voilà, je pense que c'est déjà bien et on a eu l'occasion de traiter certains sujets importants. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Merci d'avoir suivi. C'est aussi la dernière vidéo Coupe du Monde 2022 sur la chaîne, donc on clôt une grande période pour l'Arena Foot. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël les amis. Si vous ne fêtez pas Noël, profitez des beaux moments en famille et avec vos proches. Nous on se retrouve avant 2023 pour une dernière vidéo un petit peu spéciale. D'ici là, prenez soin de vous et bonne fête. Ciao.